Salut Tristan, je suis Émeric, j'ai 50 ans. Je suis le dirigeant de Nomad Kitchens et le fondateur du Lyon Street Food Festival. Ok, trop cool. Merci Émeric. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans vos locaux. Comme je le présente à chacun de mes intervenants, on va tout d'abord parler d'eux, parler de ce qu'ils font un petit peu dans la vie après, et après on échangera un petit peu sur les anecdotes, le business et comment ça se passe un petit peu. Donc j'aimerais bien déjà que tu te présentes, que tu me parles un peu d'où tu viens, et après on parlera de ce que tu fais. Eh ben cool, avec plaisir. Que je me présente, je t'ai dit j'ai 50 ans, donc Ouais, j'ai eu plusieurs vies avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai démarré, pour tout te dire, dans la finance. ok, Mon premier job, c'était, et c'est un petit rapport avec l'entrepreneuriat, je bossais dans une agence qui accompagnait des startups à lever des fonds. ok, J'ai fait ça pendant 2 ans à Paris. ouais, Et à la réflexion, je pense que ça a peut-être un peu guidé mes choix d'après de me lancer là-dedans, parce que j'ai vu plein de boîtes se lancer, j'ai vu plein d'entrepreneurs tenter de lever des fonds. C'était l'époque de la tech, Internet, et tout le monde levait des ouais, millions d'euros avec un bout de business plan. C'était assez épique. Et puis après ça, j'ai passé 12 ans en tant que directeur financier dans une boîte de logistique. Donc ok. absolument rien à voir avec Ouais, ce que rien je à fais voir, maintenant. ouais. Une boîte qui s'appelle Geodis, Ok, qui est un gros groupe multinational. Et donc moi, je m'occupais du contrôle de gestion de la finance, d'abord à Paris, ouais, au siège du groupe. Et puis ensuite, et là aussi c'est un lien avec la suite, j'étais responsable de la zone Asie-Pacifique, donc ok, basée à Hong Kong. Donc on m'a envoyé en Asie que je connaissais pas du tout. J'ai découvert ce continent qui est absolument génial. Passé là-bas 4 ans, je crois. ok. Et donc il y a un petit lien parce que Hong Kong, c'est un peu la capitale de la street food. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Avec plaisir. Je suis rentré à Paris, toujours dans cette boîte Geodis, pour m'occuper de la zone Europe, Middle East, Afrique. Et puis, un peu après 40 ans, j'ai fait un truc que beaucoup de gens font, qui s'appelle la crise de la quarantaine, je crois. Et donc, j'étais marié à l'époque, j'ai eu mon deuxième enfant à Paris. Et donc, je suis rentré dans le schéma classique bon, la vie parisienne, c'est compliqué, avec 2 jobs bien prenants, 2 enfants. Et donc, à un moment donné, on a eu envie de retrouver de la qualité de vie. Mm. Donc, moi, j'ai démissionné. Ouais, On est venu s'installer dans cette belle ville de Lyon, que je connaissais pas tant que ça. ok, Et je me suis posé la question qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu continues sur la voie grosse boîte finance, ou est-ce que tu te poses les questions d'avoir un job un peu plus aligné, un peu plus en phase avec tes envies? Et c'est là que les sirènes de l'entrepreneuriat sont apparues. Donc je me suis lancé en fait à ce moment-là. ok. Et tu as toujours voulu être entrepreneur? Tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou pas du tout? Honnêtement, Ouais, je pense pas. ouais, Donc, je me pose souvent cette question d'où ça vient et comment on est arrivé là. Je pense qu'il y a une part de rencontres, de séquences dans la vie. Je te parlais de cette agence qui accompagnait les entrepreneurs. Donc, je pense ouais, que ça a dû semer une graine à un moment ouais, donné. Et j'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs. Mon père il était banquier, tu vois, ok, banquier de ouais, réseau. Donc, pas grand-chose à voir. Encore qu'il finançait, lui, des entrepreneurs aussi. J'ai un frère, en revanche, plus jeune que moi, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat avant moi. Lui, il a fait son école de commerce et il a lancé sa boîte dans le tourisme responsable tout de suite après. ok, Donc peut-être que ça aussi, ça a joué. Mais après, c'est surtout un peu les hasards de la vie et cette séquence dont je viens de te parler, mm, je quitte Paris, je m'installe à Lyon, j'ai envie de quelque chose de plus aligné avec moi. ouais, bien C'est sûr. très en phase avec ces fameux sujets de la quarantaine, quoi. Et puis certaines rencontres. Mais je dois te dire que mon premier projet, et puis on aura l'occasion d'en parler, mais l'entrepreneuriat, on réussit rarement du premier coup, en fait. Mm. Et c'est peut-être très bien comme ça. Mais mon premier projet, quand je me suis lancé, c'était un projet très lié à une passion que j'ai pour la musique. Ok, Pas forcément la food. Tu veux que je me décale? ouais, Ouais. exactement, totalement. Pas forcément la food. Et donc mon premier gros projet quand je suis arrivé à Lyon, c'était de monter un festival de musique. Ok, Je voulais faire l'équivalent de Rock en scène, qui est un ouais, gros festival de musique bien implanté en ville à Paris.
mais je voulais faire ça à Lyon. Et puis, donc, j'ai passé 1 an sur ce projet-là et rencontré un peu tous les acteurs de l'événementiel, tout le réseau lyonnais, pour finalement arrêter le projet pour des raisons plus liées à la sécurité et les élus à ce moment-là. Et en parallèle, Thomas, qui est un ami à moi, lui revenait des États-Unis, où il avait vu ce truc de la street food à Los Angeles, à San Francisco. Et s'est dit, tiens, il y a un truc à faire. Donc lui, en parallèle, lançait Nomad Kitchens, avec cette idée d'aller créer des événements autour de la cuisine de rue, qui était un truc qui, en France, était vraiment balbutiant, quoi. Ça ne voulait rien dire du tout. Et puis, on avait nos petits projets en parallèle tous les deux. Et très rapidement, on a fini par s'associer pour créer Nomad Kitchens. Et en parallèle de ça, un festival lié à Nomad Kitchens s'appelle le Lyon Street Food Festival. Et étonnamment qu'il y ait un festival dans lequel il y a de la food, mais aussi des concerts et de la musique. Ok, trop cool. Et est-ce que tu peux me parler un peu plus de Nomad Kitchen? Qu'est-ce que c'est? Nomad Kitchen, Lyon Street Food Festival. Nomad Kitchen, c'est une agence événementielle spécialisée dans la food. Je dis food volontairement parce qu'on a une approche un peu décalée de la cuisine. Donc, de manière très synthétique, on conçoit et on déploie des événements autour de la cuisine. L'ADN du projet, c'est sortir les chefs de leur cuisine, les mettre sur le devant de la scène. Il y a un côté de show. Et on déploie ce principe-là sur différents métiers. Notre métier historique, c'est, pas très joli comme mot, mais opérateur F&B, opérateur food and beverage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déploie des solutions de restauration dans des lieux, dans des événements, dans des concessions. Et la promesse, c'est justement ce que je viens de te dire, des chefs ultra spécialisés qui vont cuisiner pour le public des choses qualitatives et avec cette notion de cuisiner en face du public. Donc on a une grosse concession au Groupama Stadium, par exemple, depuis la création du stade en 2016. Là, la proposition, c'est mangeons mieux dans un stade de foot, clairement. On fait beaucoup de salons, des salons grand public, des salons pro. Donc, par exemple, CIRA, qui est le gros salon mondial de l'hôtellerie-restauration, dans lequel on déploie des food courts. Même principe, format salon. Et on a pas mal fait aussi d'événements culturels. Je me rappelle que nos premières prestas, c'était autour de la restauration du festival Nuit Sonore, par exemple. Donc ça, c'est notre métier un peu historique. On l'a beaucoup fait avec des food trucks au départ. Et puis, de fil en aiguille, notre écosystème de chefs s'est élargi. Et maintenant, on travaille toujours avec des food trucks, mais aussi des chefs d'horizons très variables qu'on met derrière ces stands et qu'on demande de se plier à l'exercice de la street food. Comment tu vas les sourcer, tes chefs? Parce que je suppose que plein de canaux, t'as plein de clients qui vont être sensibles selon le thème, un petit peu ce qu'ils veulent mettre en place, etc. C'est quoi un peu le... Bien sûr, en fait, c'est ça l'esprit, c'est d'aller proposer une carte quasiment infinie à nos clients, donc ultra spécialisés. Donc nous, notre métier, c'est d'aller, ce que tu dis, sourcer des chefs très spécialisés dans leur cuisine, est capable de travailler dans des milieux événementiels, ce qui n'est pas simple. Tout le monde ne sait pas faire ça. Donc Enrique, qui est un chef mexicain qui est spécialiste de la cuisine mexicaine, on est allé le chercher et on lui a proposé de s'adapter à ces codes de l'événementiel pour faire à la fois les grands événements grand public dont je te parle, ou du format un peu plus traiteur pour les entreprises, parce que je ne te l'ai pas dit, mais notre deuxième grand métier, c'est ça, c'est traiteur B2B. Sur Nomad Kitchen. Donc c'est le même principe que notre métier d'opérateur de food, mais au service des entreprises, et donc sur des formats et des codes du traiteur. Plus petites pièces et avec un univers scénographique assez poussé. Je t'en reparlerai aussi. Carrément, avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu pour comme ça on entend bien ta voix dans le micro? Est-ce que ça te va comme ça? C'est canon, là, parfait. Voilà. Et donc, tu me parles de l'aspect traiteur, donc vous êtes aussi, vous avez des cuisines avec des chefs comme un vrai traiteur, ou c'est via ce panel? Non, en fait, notre spécificité, c'est que nous, on ne cuisine pas. On ne sait pas faire la cuisine. La cuisine, c'est un métier compliqué. Nous, notre savoir-faire, c'est justement d'aller chercher ces chefs et de les agréger et d'aller proposer à nos clients des solutions traiteurs ou événementielles qui changent de l'ordinaire, avec une proposition de le chef sera présent, c'est lui qui va cuisiner devant vos convives,
On fait ça pour 100 personnes avec 2 ou 3 chefs, mais on peut déployer des formats jusqu'à 5000 personnes en multipliant le nombre de chefs. Nous, on s'occupe de mettre en place cet univers-là, de toute la dimension scénographique dont je viens de te parler, parce que nos chefs, on les fait travailler dans des stands qui cassent un peu par rapport au code du traiteur habituel. C'est-à-dire ? C'est des stands, il y en a un juste derrière toi, mais on ne va pas pouvoir le voir à la caméra, mais on a notre propre atelier de scénographie qui travaille beaucoup de manière éco-responsable, surtout le bois. Et donc cet univers-là, il est au service de l'ADN de notre métier de traiteur qui est très différent du traiteur classique, quoi. Et au-delà de ça, il y a une dimension de service. Nos équipes de service sont plutôt jeunes, qui opèrent le service sur tous ces événements-là. Ok. Et donc, comment toi, tu vas aller chercher, par exemple, tu parlais de concessions tout à l'heure au Groupama Stadium, comment tu vas aller te faire la différence comparé à un acteur traditionnel? C'est quoi? C'est le service? C'est tout le concept que tu vas avoir autour? Ouais, c'est un concept qui est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, il y a une notion de capacité à renouveler l'offre régulièrement. Je te donne un exemple. Au Groupama Stadium, en fonction des événements, on va aller placer des food trucks ou des chefs différents. Ça ne sera pas tout le temps les mêmes. Et on a une capacité donc d'adaptation de la cuisine. Sur des concerts de métal comme Rammstein, on ne va pas mettre la même offre de restauration que Taylor Swift, par exemple. Donc ça, je pense que c'est une force vis-à-vis de ces lieux-là. Et puis, je pense que ça c'est l'essentiel. Et puis, il y a une notion d'adaptation à la jauge. C'est-à-dire que le stade, pour revenir à ça, reçoit le PSG dans quelques semaines. Évidemment que là, on aura un très gros dispositif, 15 à 20 food trucks. Quand on a des événements à plus faible jauge, on réduit le nombre de chefs et on sait s'adapter comme ça, quoi. Ok. Et si on parle là maintenant du Street Food Festival, comment vous est venue l'idée un petit peu de monter tout ça? Si tu parlais que tu étais un fan de musique et que tu avais voulu monter un festival à l'époque, ça vient un peu de cette idée-là à la base? Il y a vraiment beaucoup de ça, je pense. Moi, j'avais passé 1 an à bosser le sujet festival, je connaissais tous les rouages. Et donc on s'est dit, mettons au service de notre agence un événement autour de ça. Et puis il y avait aussi une volonté quand on a créé la boîte en 2013, fin 2013, honnêtement la street food, surtout à Lyon, ça ne voulait rien dire. Il y avait 3 food trucks qui démarraient. On est quand même dans la capitale de la gastronomie, donc il y avait un enjeu fort, ou un pari à montrer autre chose de la cuisine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu, moi, à Hong Kong, Thomas aux États-Unis, c'est ça qu'on voulait montrer. Et on s'est dit assez rapidement, pour mettre en lumière nos activités Nomad Kitchens dont je viens de te parler, créons un événement qui soit un peu la vitrine de ce qu'on sait faire. Et voilà, donc c'est la conjonction de ces deux choses qui a fait qu'en 2016, on a lancé cet événement-là. Comment on crée un festival? Parce que c'est... je vois un peu, c'est un peu le rêve, pas le rêve de tout le monde, mais tu vois, quand tu vois des festivals et tout, tu te dis, punaise, comment les gens organisent ça derrière? C'est quoi un peu les insides d'un festival? Je suppose que tu commences ultra excitant. Après, il faut être un peu cinglé, pour être honnête, vraiment. Je pense qu'il faut être vraiment porté par un truc de passion. Tu vois, je te parlais de la musique, de la food, et puis cette envie d'aller faire société, rassembler les gens, c'est ça qui nous anime en fait, depuis le début. Et ensuite, comment on crée un festival? Je pense qu'il y a plusieurs ingrédients dans la recette. Le premier, c'est identifier une équipe qui va aider à porter ce festival. C'est un truc qu'on ne peut pas faire seul. C'est un truc où il faut des compétences extrêmement variées sur la programmation, sur la technique, sur plein de choses. Donc, constituer autour de soi une équipe capable, c'est, je pense, la clé du succès. Le deuxième élément vraiment important, c'est le lieu. On a tendance à l'oublier, mais un festival, souvent, il y a une dimension, il faut que ça soit un peu grand, à l'extérieur. Et donc, trouver des lieux, en particulier quand on veut faire ça en ville, ce qui était notre cas, trouver un lieu capable d'accueillir cet événement-là, qui soit dans l'âme on ne voulait pas faire ça dans une halle de convention, tu vois, on voulait faire ça dans un truc qui ait une âme.
Donc ça aussi, c'est pas si simple que ça. Oui, tu m'étonnes. On va souvent se frotter à des sujets avec les institutionnels, voilà. Et la troisième clé, c'est le budget. Ouais. Parce que on va pas se voiler la face, un festival culturel, le modèle économique, c'est compliqué. Et donc il y a des enjeux d'aller être très prudent là-dessus, raisonnable, et s'entourer de partenaires, de sponsors, de mécènes qui vont aider à équilibrer au moins ces événements. C'est ça pour moi les gros enjeux, quoi. Et je suppose aussi tu commences pas très gros tout de suite dès le début. T'as évolué. C'était quoi un peu le premier Lyon Street Food Festival? Ça ressemblait à quoi à l'époque? Bah, honnêtement, la première en 2016, on ne savait pas où on allait. C'est le, Ok, ouais, c'est le c'est le principe test. de l'événement Ouais. grand public, et on n'avait pas de billetterie avant, c'était sur place, donc on ne savait pas du tout combien de personnes viendraient. Donc Ouais. c'était le grand saut dans l'inconnu. Ouais. C'était aux Subsistances à l'époque, Ok. un lieu magique. Et je me rappellerai, dans les très bons souvenirs de la boîte, le jour de septembre 2016 où on va aux portes pour ouvrir le festival. Nous, on estimait qu'il y aurait 4-5 000 personnes. Et il y en a eu 12 ou 13, je crois. Donc en Ok, fait, ouais, c'était 3 fois plus que prévu. On a ouvert la grille, il y avait 200 mètres de queue sur le quai. On s'est dit, bon, le pari est gagné. Ça veut dire que les Lyonnais ont entendu qu'il y avait une autre façon de parler de la cuisine à Lyon. Ouais. Ça nous a beaucoup rassurés. Et puis on a fait un carton. On a même été sincèrement totalement dépassé par les choses la première édition, quoi. Il y avait, je me rappelle de Mathieu Vianney, le chef étoilé qui nous a fait confiance. Il était là dès la première. Au bout d'une heure, il me dit, Émeric, j'ai plus rien à manger, quoi, en fait. Donc il y a eu ce moment à la fois ultra excitant, qui confirmait que notre modèle, notre proposition, elle visait dans le mille. Ouais. Et après, ça a bien secoué. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est, je te disais, on créait cet événement pour que ce soit une espèce de vitrine du reste. On n'avait honnêtement aucune conscience que ça allait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi en termes de taille? On a déménagé 2 fois au fil de la croissance du visitorat. On a dépassé 50 000 personnes, donc c'est devenu, en fait, c'est devenu le plus gros événement, le plus gros festival de cuisine français. Ok. Ah ouais. Et donc ça, nous, on avait de l'ambition pour cet événement, mais peut-être pas celle-là. Donc c'est génial de voir ça. Et donc de 2016 à l'année dernière, donc le festival en taille, il a quadruplé, je crois, en nombre de chefs, en propositions programmatiques, en concerts, en ateliers et en visiteurs. Ok. Et comment tu fais un peu pour te renouveler? Parce que je suppose que tu as une concurrence avec d'autres festivals. Tu vas avoir aussi des personnes avec les années, si tu grossis, vont être plus exigeants avec un petit peu la qualité des animations proposées. Mais c'est sûr, et c'est aussi pour ça que c'est excitant. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Donc je ne dis pas qu'on repart d'une feuille blanche à chaque édition, mais il y a quand même cet enjeu-là d'aller continuer à étonner nos festivaliers, proposer autre chose, mais c'est ça qu'on aime aussi. On s'emmerderait à faire chaque année le même festival, honnêtement. Donc il y a ça qui anime beaucoup les équipes. On met 1 an et demi à préparer une édition, c'est vraiment sur le temps long, avec à chaque fois la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on propose de nouveau, où est-ce qu'on va étonner nos festivaliers, comment on change la prog. En fait, notre prog de chef, c'est un peu comme un festival de musique. Ça ne va pas être la même chaque année. Donc on va aller chercher nos têtes d'affiche, comme un gros festival de musique, nos découvertes, et évidemment, il faudra qu'on propose de la nouveauté chaque année, quoi. Ok. Et le business model d'un festival, c'est quoi? Tes chefs viennent et après, eux, ils se font comment ça se passe un petit peu? C'est un modèle où nous, on a la volonté que ce soit un événement rentable pour les chefs. C'est hyper important. La restauration, c'est dur. Sortir de ses cuisines pour aller cuisiner dans une usine pendant 5 jours, c'est dur. Et puis je pense que le secteur a besoin de rentrées de revenus autres que les restaurants. Surtout après le Covid, là c'est un peu compliqué. Donc il y a vraiment cette volonté-là. Donc tout ce qui est cuisiné sur place par les chefs est vendu. La grosse majorité, ça leur revient à eux. Nous on prend une redevance là-dessus, mais qui est relativement faible.
Et le modèle, il est vraiment pas là-dessus. Il y a aussi une petite billetterie. Ce que j'ai oublié de te dire et qui, je pense, fait le succès des année après année, c'est que ce festival, ce n'est pas que un festival de musique. Et dès le départ, on voulait aller ailleurs. Donc, emmener nos festivaliers autour de la table, mais les emmener dans d'autres champs culturels, musicaux. Donc, on a Striptease, food, musique, culture. Okay. Et avec ça, on s'amuse chaque année à changer la prog. Tout ça pour revenir au modèle, il y a une petite billetterie. On veut aussi que notre festival soit accessible. La street food, ça doit être accessible. Donc à la fois, le prix des portions doit être raisonnable. Le billet d'entrée, c'est 8 à 10 euros et ça te donne accès à tous les concerts, à tous les ateliers participatifs. Tout ça, c'est ensuite gratuit, entre guillemets, en accès libre. Le vrai nerf de la guerre, c'est les partenaires, en fait. Plus de 40% du budget du festival, il est financé par des partenaires. Donc là, c'est des marques, des mécènes, quelquefois des institutionnels. Et donc, toute l'année, on a une équipe qui travaille à aller collecter des fonds vis-à-vis de partenaires qui sont présents et qui bénéficient de la visibilité sur le festival. Avec évidemment une notion d'être en adéquation de valeur avec ces partenaires-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le podcast et à me suivre et je voulais vous dire un grand merci. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Alors, si le contenu vous plaît et vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast. Allez, on retourne à l'épisode. Ok. Et tu parlais d'accessibilité sur... tout à l'heure, tu parlais de chefs étoilés qui viennent cuisiner lors de vos événements, etc. Comment tu arrives à les convaincre de venir dans un environnement qui n'est pas du tout le leur, qui est totalement différent un petit peu de leur cuisine plutôt traditionnelle? C'est quoi un petit peu comment tu arrives à trouver les bons mots, je pense, pour qu'ils viennent et qu'ils te fassent confiance? Pour être honnête, au début, ils nous prenaient pour des fous. Surtout les chefs étoilés. C'était pas du tout les codes de la gastronomie étoilée, notre événement. Mais je pense que après, il y a tellement de profils de chefs et on aime avoir cette diversité-là que ce n'est pas forcément les mêmes raisons pour chaque profil. Mais il y a une grosse dimension d'aller se mettre en danger et un espèce de challenge. Je te parlais de Mathieu Vialet ou Mauro Colagreco qui sont des chefs triplement étoilés. Ils font pas de la street food dans leur cuisine tous les jours. Ils aiment ce truc de challenge. Ok, je vais réfléchir à une recette simple mais excellente que je vais pouvoir envoyer à des milliers de personnes. Et donc je pense que ce truc-là, ça les excite quelque part. Y a un autre truc, bon, je te parlais du revenu et de la rentabilité de cet événement, ça c'est une chose, mais je ne pense pas que ça soit l'élément numéro 1. On s'est rendu compte au fil des années qu'il y avait un élément très fort qui était j'emmène mes équipes faire la fête sur un événement un peu sympa, quoi. On revient à la dureté de ce métier de la cuisine. Et donc, en fait, c'est un peu leur séminaire de fin d'année, quoi. Ils arrivent avec toute l'équipe et ils passent 5 jours à cuisiner ensemble et tous nous disent c'est les très bons moments de l'année où l'équipe fait un peu corps. Donc, il y a beaucoup de ça qu'on n'imaginait pas du tout au début. Bien sûr. Et puis, il y a la rencontre parce que finalement, tous ces chefs n'ont pas tant l'occasion de se croiser, de se parler. Donc, nous, on adore ça. Faire se rencontrer des chefs dans l'événement et des chefs, je te parlais de chefs totalement différents. La 2e édition, je reviens à Mathieu Vianet, donc lui il a 2 étoiles et on le fait rencontrer Dimitri qui a un food truck de pizza mais qui est vraiment, qui était champion de France de pizza, machin, mais qui source ses produits, enfin bref. Et donc ces rencontres-là, c'est génial, quoi. Et donc le festival se termine et Mathieu Vianet dit à Dimitri, bon, tu vas venir dans mes cuisines, la rue Neuve, dans mes toilettes, puis tu vas m'apprendre comment tu fais ta pâte à focaccia parce qu'elle est canon, quoi. Donc il y a ce truc de rencontre qui est fort aussi, Ok. Et tu as des petites anecdotes un peu sympas à nous partager je pense que tu dois en avoir pas mal, sachant que ça va être depuis 2016, il y a eu pas mal d'éditions qui sont passées. Est-ce que tu as des petites anecdotes sympas sur des moments un peu de vie qui ont été cool sur l'événement? C'est les joies de l'événementiel, c'est que des anecdotes, j'en ai vraiment beaucoup. Je te parlais on va parler des bonnes, mais on peut parler des mauvaises aussi, parce que l'intérêt aussi du podcast, c'est de montrer les challenges que rencontrent des entrepreneurs lorsqu'ils entreprennent aussi. La vie d'entrepreneur n'est pas toute rose.
Après, sûr que c'est les on peut montagnes donner russes. les bonnes et les moins bonnes. Hein, Moi, aussi, je hein. vais essayer d'en trouver de chaque côté, quoi. Ouais. Mais dans les vraiment bonnes, les très bons souvenirs, je te parlais de l'ouverture le premier jour de septembre, Mm. on ouvre la grille, on voit la queue, ça c'est un moment vraiment fort. Tu as bossé pendant 2 ans à préparer ce truc-là, et tu vois concrètement que le public adhère. En fait, c'est pour ça qu'on fait ce job-là. C'est Ouais. pour ces moments-là où tu es récompensé du travail fourni et que tu vois les gens avec la banane. Dans les vraiment grands moments, il y a l'accueil de certaines personnalités. Tu vois, l'année dernière, Mm. François-Régis Gaudry, je ne sais pas si tu vois Ouais, qui c'est, bien qui est sûr. le critique gastronomique français, journaliste, un gars que j'adore à tout point de vue. Ça fait des années qu'on essaye de le faire venir et il débarque sur le festival l'année dernière pour faire une interview et une dédicace. Et donc j'ai passé 2 heures à lui faire le tour de l'événement. C'est des moments un peu magiques, tu vois. Dans les autres moments forts, Mauro Colagreco, qu'on accueille sur le festival, je crois que c'était en 2019, donc lui il vient de recevoir sa 3e étoile, le titre de meilleur chef du monde. On se dit bon, en fait il va annuler sa venue, le gars est propulsé dans la stratosphère, et en fait non, donc il est venu, et tu vois dans les moments vraiment marquants, il y a accueillir ce gars-là, dont tout le monde parle, à la grille des subsistances avec sa veste de chef et qui est venu passer une journée à exploser tous les records de vente d'ailleurs ce jour-là. Donc ça, c'est des super bons moments. D'autres grands moments, Joe Star qu'on a fait venir il y a quelques années. Sacré personnage le gars. Hein. Et surtout lui, on lui a dit, on lui a dit, toi tu vas venir, mais tu vas venir cuisiner. Donc tu viens avec tes potes chefs. C'est un fin gastronome, hein, le Didier. Et donc, tu vas venir cuisiner une soirée. Évidemment, il y aura le DJ d'NTM et on fera un mix entre cuisine et une espèce de show de concert, quoi. C'était génial, mais je te cache pas que tu serres un peu les fesses quand tu reçois un gars comme ça et dont on m'avait dit la veille, attention, il est pas commode en ce moment, il est super énervé. Et au final, ça s'est super bien passé. Ah ouais, tant mieux. Il a failli casser la gueule d'un de mes festivaliers 1 heure après son arrivée. Donc, mais ça, c'est des bons moments. Et il y en a plein d'autres. Ed Chebest, lui, c'est l'inverse. Lui, il est chef. On lui a demandé de venir jouer avec son groupe de rock. Il est venu 2 fois. C'est toujours super cool de recevoir ces personnalités-là et de leur donner de la visibilité sur notre événement, quoi. Ça, c'est les bons côtés. Il y en a plein d'autres. Ouais, mais je pense certainement 1000 autres. Dans les trucs un peu, dans les galères, je te parlais de la première édition où en fait on est dépassé, il y a 3 fois plus de monde que prévu. Les chefs, les uns après les autres, nous disent en fait j'ai plus rien à vendre, le site est blindé. Comment tu fais ça, et dans ce cas-là, tu improvises. Tu improvises, donc tu organises que la communication soit faite auprès des visiteurs sur vers quel centre il faut s'adresser, la communication externe vis-à-vis du public qui est en train d'arriver, en fait. Ça t'apprend un peu sur le tas au début. Dans les gros moments compliqués, je pense aussi, je crois que c'était l'édition 2022, tout notre événement est en cashless, c'est-à-dire que les gens ont une carte et ensuite vont acheter leur portion chez les chefs, leur bière, etc. Et notre prestataire cashless, qui est pourtant le leader européen, tout plante le vendredi à 19h, qui est l'heure d'arrivée massive du public, tout plante, mais nationalement, dans tous les festivals de France. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus charger leur carte et les gens qui ont chargé ne peuvent plus payer. Donc en fait, il ne peut plus rien se passer sur le festival, les gens ne peuvent plus acheter à manger. Donc là, c'est la crise cardiaque. Et donc là, on a été obligé de fermer les portes, en fait. Pendant 3/4 d'heure, au plus gros pic d'affluence du festival, tu fermes les portes, tu dis à tout le monde, désolé, en fait, ça marche pas. Totalement indépendant de nous, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis tu organises la com interne avec toutes tes équipes pour expliquer aux milliers de personnes qui sont sur place ce qui est en train de se passer, quoi. Sachant que tu n'as aucune idée de quand ça va être réparé. Ça, je crois que c'était le pire souvenir. Ça. Et comment ça s'est fini ? Ça s'est fini qu'au bout de 3/4 d'heure, la panne a été réparée et tout a été et on a nickel. rouvert les portes. Mais il y a eu un petit moment de flottement, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Sachant que je pense que tu as toute l'excitation en plus au début où tu dois... tu as déjà 15 000 trucs auxquels tu dois penser et là si tu as suivi... En fait, dans l'événementiel, tu as beau te dire
il faut penser à tout. Il y aura toujours des choses auxquelles tu vas toujours être confronté à des challenges ou des imprévus. Ok. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Quoi. Et toi, t'es tout seul dans ces aventures-là ou t'as des associés Non, avec toi? Ouais. non, non, non. Non, quand je dis tout seul sur la partie managériale et... Ouais, ouais, non, 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 on est plusieurs. Il y a Marie qui est la directrice générale Ouais. de Nomad Kitchens qui m'épaule. Thomas, lui, on a cofondé le festival ensemble. Ok. Lui, maintenant, a plutôt vogué vers notre activité de gestion de lieux. C'est-à-dire Ok. que tout ce qu'on fait aujourd'hui autour de les chefs, on le déploie de manière pérenne dans des lieux à Lyon. Le Ok. Velcro, qui est un vélo-café, l'Ascensoir, Ok. qui est un lieu réceptif événementiel. Ok. Et puis toute une équipe. Donc c'est vrai qu'au départ, on était 4 ou 5 pour monter le premier festival. Aujourd'hui, on est une équipe de 25. Avec Spécialement pour le festival ou il y a Nomad pas Kitchen? tous, Ok. mais sur les 25, Ouais. il y en a 5, 6 qui Ouais. sont full-time sur Ouais. sur le festival. Ok. Notamment notre équipe partenariat, l'équipe de com passe la Mm. moitié de son temps sur le festival, etc. Ok. Et là, aujourd'hui, vous êtes basé principalement sur Lyon ou un peu aux quatre coins de la France? On est sur toutes nos activités, je dirais 80% de notre activité elle est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Ouais, mais de ok. plus en plus on est amené Ouais. à sortir de nos bases. Ouais. Souvent c'est pour accompagner nos clients, mais tu Ok. vois le mois dernier, en septembre, on est allé à Dijon, à Nantes, à Lille, à Marseille je crois. Donc de plus en plus on est amené à exporter Ouais. Ça va notre faire. notre petit cirque food Ok. ailleurs qu'à Lyon. Et, et le développement, tu vois, moi j'aime bien aussi savoir comment s'est passé un peu le développement de ta boîte. Aller chercher un peu, c'était quoi le plus dur pour toi? C'était d'aller chercher les clients, trouver des concepts un peu, c'était quoi un peu? Il y a eu plusieurs phases, je pense. La boîte, maintenant, elle a 12 ans. Honnêtement, quand on s'est lancé, il y avait quand même une dimension de saut dans l'inconnu. Je te disais que la street food était balbutiante, il y avait vraiment une dimension de pari. Ouais. Et puis ensuite, les métiers se sont enclenchés au fil des opportunités. Le premier métier d'opérateur, de déployer des villages, c'était ce qu'on voulait faire. Et assez rapidement, les entreprises ont dit, mais c'est super cool ce que vous faites là, faites-le pour des entreprises. Et donc on a lancé le traiteur, Ok. qui est devenu aujourd'hui notre plus grosse activité. Donc ça Ouais. s'est fait de manière un peu opportuniste, on va dire, et par la demande de nos clients. Ok. Le festival, c'était quelque chose qu'on avait en tête dès le départ. Et c'est tellement différent notre approche de la food, en tout cas au début de l'histoire de la boîte, qu'on n'a pas tellement eu à se soucier du commerce. En fait, les clients venaient à nous vraiment facilement. Donc on a plutôt grossi comme ça. Et puis il y a eu une phase autour des années Covid de structuration. La boîte a grandi chaque année. Et donc il y a eu une grosse phase de structuration avec les différents pôles, des équipes dédiées, Ouais. des fonctions support fortes Ok. sur l'admin, sur la communication, sur la technique, sur la régie Ok. Ouais, vous êtes toute et une sur la partie. scénographie. Ouais. Comment? Vous avez toute une partie technique aussi derrière qui doit être Ouais. importante. Ouais. Ah bah bien sûr, ouais, on Ouais. fait à peu près 300 événements dans l'année, Ok. donc des petits pour 100 personnes jusqu'au Lyon Street Food où on accueille 50 000 personnes. Pour ça, il faut des équipes de régie et technique solides. Ouais. Ouais. Donc il y a Ça m'étonne. ces équipes en interne. Et puis on fait appel évidemment à des extras, des prestataires sur les gros événements et des extras qui sont très fidèles sur nos événements. Tu vois, là on est partenaire du tournoi de padel qui a lieu en ce moment Ok. à Lyon. On a 2 de nos régisseurs qui sont là-bas et puis une équipe d'une quinzaine de staff qui sont au service. Ok. D'accord. Et ouais, là, ça, tu trouves via, ça peut être des jobs étudiants. C'est souvent des étudiants, ouais. Ok. C'est souvent des étudiants. Nous, on a à cœur d'avoir... C'est le visage de notre offre, Frais. en fait. Donc, une tenue un peu sympa, des gens plutôt jeunes, souriants. Ça marque un peu la patte de ce qu'on déploie dans nos événements, traiteurs ou grand public ou festival. C'est toujours ce principe-là, quoi. Ok. Et pour rester dans le thème un peu de la jeunesse, etc., qu'est-ce que tu dirais à des jeunes aujourd'hui qui veulent entreprendre dans le monde de l'événementiel? Tu vois? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a une dimension de... faut se lancer, quoi. Quand je regarde en arrière, faut prendre des risques, quoi. Ok.
faut savoir prendre des risques, quoi. Mesurer, mais il faut savoir prendre des risques. Comment tu sais prendre des risques? C'est compliqué comme question. Non, mais en fait, si tu es totalement phobique au risque, il faut pas y aller, quoi. Il y a une petite dimension de saut dans l'inconnu, donc ça. Mais c'est ce qui fait aussi l'excitation du truc. Faut pas avoir peur de se planter, je pense. Okay. Vraiment, le truc important, faut pas avoir peur de se planter. Ça va se passer comme ça. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ça va nourrir tout ça. Faut bien s'entourer. Je redis, faut bien s'entourer. Nous, quand je regarde en arrière, on a longtemps voulu développer notre boîte un peu tout seul, en mode on est prudent, etc. Et après coup, je me dis, mais en fait, non. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut s'entourer des meilleurs, et c'est comme ça que tu crantes. Faut pas avoir peur de ça, faut pas avoir peur d'investir dans des bonnes équipes, parce que c'est ça qui fera la différence, je pense, à terme. Et tu vois, c'est un sujet que mes intervenants évoquent souvent, c'est l'humain, un peu le nerf de la guerre de l'entreprise. Comment toi tu vas faire c'est quoi, c'est au feeling, c'est aux compétences des personnes, comment tu vas faire le bon recrutement et essayer d'être le bon chef d'orchestre? Tu as raison, c'est le nerf de la guerre, quoi. Dans l'événementiel, c'est un métier d'homme, fait par des hommes, pour des hommes, c'est que ça, quoi. Donc le recrutement, c'est décisif. Nous, on a la chance d'avoir un format d'agence et une proposition de ce qu'on fait qui est assez attractive, pour être honnête. Notre marque employeur est plutôt bonne, donc des candidatures, on en reçoit vraiment beaucoup. Donc on a la chance d'avoir du choix. J'ai conscience que c'est une chance, parce que c'est pas tout le temps la même chose. Et donc, je pense que le projet en lui-même porte les équipes, ça c'est important. Et ensuite, on a des process de recrutement assez précis, où on a à cœur à la fois d'identifier quelles sont les compétences de chacun, de savoir où est-ce qu'on va les emmener, qu'est-ce qui les fait vibrer en fait, et comment ces personnes vont pouvoir s'intégrer dans l'équipe de 25 personnes que nous sommes, qui est aussi un élément extrêmement important. Parce que c'est un travail d'équipe. Dans nos valeurs, il y a la force d'équipe. Si on n'arrive pas à travailler ensemble, à donner le coup de patte à son voisin du pôle d'à côté, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il y a cet esprit-là qui est important. Et je touche du bois, on a toujours eu des équipes vraiment géniales, quoi, au top. Et je sais pas, pour les gens qui nous écoutent, vous recrutez ou pas aujourd'hui? Vous êtes, on est constamment en train de consolider l'équipe, au fil des projets aussi. Donc, il y a des postes ouverts régulièrement. Il faut aller sur notre site internet et vous saurez tout. Trop cool. Et en termes de perspective, c'est quoi pour les ambitions de Nomad Kitchen? Et après, on parlera aussi du street food si tu peux m'en dire un peu plus aussi sur le futur, tout ça. Nous, on souhaite continuer à développer la boîte. C'est hyper excitant. Donc, grandir sur chacun des marchés ou des branches dont je viens de te parler. Probablement exporter ce savoir de manière un peu plus puissante en dehors de la région. Tu vois, aller sur d'autres territoires. Et aller déployer notre savoir-faire de producteur d'événements sur d'autres types d'événements. Pas nécessairement anglais pure food dans notre ADN, mais monter de nouveaux projets. On en a plein dans les cartons, il y en a pas mal qui vont arriver bientôt. Donc continuer à nourrir notre équipe, nous-mêmes, de nouveaux projets, c'est hyper important, quoi. Et comment tu arrives à ces fins-là? C'est quoi, t'as une petite stratégie en place? Bien sûr. Bien sûr. Il faut avoir une stratégie, sinon c'est compliqué. Après, il faut aussi avoir en tête que tu ne vas jamais aller dans la ligne de ta stratégie exactement. Il va toujours y avoir des à côté, des chemins de traverse qui vont t'emmener parfois vers des choses cool, quoi. Tu vois, je te parlais du traiteur, ce n'était pas du tout la stratégie de début, quoi. Et au final, c'est notre premier métier, quoi. C'est vrai. Et pour le Street Food Festival, c'est quoi les ambitions un peu? Nous, sur cet événement-là, c'est vraiment... on souhaite consolider encore cet événement-là
il est vraiment ancré dans le territoire, ce festival. Ok. Il y a plus de 300 acteurs qui viennent prendre la parole, cuisiner, chanter, Ouais. danser, faire de la musique sur l'événement. Ok. Pas mal de structures associatives ou autres. Ça nous tient vraiment à cœur. Moi, je ne Ouais. crois pas au festival qui débarque from scratch dans une ville. Ouais. Pour moi, ce n'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Ok. Donc, continuer à le nourrir, continuer à le faire progresser, continuer à améliorer l'expérience pour nos festivaliers. Ça, c'est vraiment le numéro un de ce qu'on souhaite faire. On aimerait bien aussi faire rayonner ce festival un peu ailleurs sur notre territoire, tu vois, avoir des satellites d'événements peut-être un peu plus petits, un peu différents, ailleurs dans la métropole ou dans la région. Ok. Et évidemment, on se pose la question d'événements similaires sur d'autres géographies en France, mais ce n'est pas une priorité tout de suite. Ok. On souhaite vraiment continuer à s'éclater à faire ce festival-là, à le faire grandir et à améliorer l'expérience. Ok. Ouais, parce que ouais, c'est sûr, comme tu le disais, c'est un perpétuel recommencement et chaque édition est différente les unes des autres. Oui. Et c'est marrant de voir à quel point ça nourrit tous nos autres métiers. Ce truc ultra créatif, de remise en question perpétuelle, de rencontres avec plein de chefs, ça vient nourrir fort tous nos métiers de traiteurs, d'opérateurs food, de producteurs d'événements. Ok. Et tu parlais que les premières éditions avaient eu lieu aux Subsistances. Aujourd'hui, ça a lieu où, le Street Food Festival? Alors on est parti des Subsistances, pas loin d'ici, au bord de la Saône. On est passé on a fait 4 éditions là-bas. Okay. Ensuite, le site devenait clairement trop petit. Donc en 2019, on a déménagé aux anciennes usines Fager-Brandt, dans le 7e à Lyon. Des usines de machines à laver qui étaient laissées à l'abandon. Donc c'était assez chouette comme lieu. Et depuis 2 éditions, on est aux Grandes Locaux. Les Grandes Locaux, c'est un ancien technicentre SNCF. C'est honnêtement magnifique. On a de la chance d'avoir toujours à Lyon, enfin en proche périphérie de Lyon, ce type de lieu, patrimoine architectural dingue et industriel, avec des très grandes halles, aux architectures très variées, des extérieurs. Ça fait 50 000 mètres carrés. Ah oui. Donc, ouais. c'est un beau terrain de jeu pour imaginer plein de choses. On est aux portes du métro Oulin, donc ultra accessible. Et donc voilà, ça s'appelle les Grandes Locaux. Okay. C'est très grand, il y a plein de halles. Et en fait, ça sert bien notre projet qui est... je te parlais des 3 piliers, mais on aime bien emmener nos festivaliers dans différents univers. En fait, il y a plein de petits festivals dans notre festival. Ouais. L'année dernière, si tu voulais aller en immersion au Brésil avec des chefs brésiliens, la samba, tu vas voir un concert, tu passes par Sugar Circus, qui est la halle des pâtissiers, et tout ça dans différents espaces. Et ce site-là des Grands Locaux, il est génial pour ça, parce qu'il y a plusieurs halles, il y a des extérieurs, des intérieurs, et ça marche super bien. Ok. Et là, ça c'est ces petites halles, etc. Et les thèmes que tu vas mettre en place, c'est selon vos idées de comment vous voulez l'événement, ou c'est vos festivaliers qui tous les ans, je sais pas, vous faites un espèce de sondage? Ouais, bien sûr, on les écoute beaucoup. Ouais. On les écoute beaucoup, on fait des sondages, on a d'ailleurs beaucoup de retours à l'issue de chaque édition sur qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui a amélioré, quel chef vous aimeriez voir, quel type de prog on peut vous proposer l'année prochaine. Donc oui, on se nourrit de ça. Et puis il y a aussi une dimension, la street food, c'est la cuisine du voyage, quoi. Et donc chaque année, on va inviter des destinations. Donc l'année dernière, c'était le Brésil, on avait l'Irlande, l'Espagne, un corner Asia Street Market, parce que ça reste le berceau de la street food. Donc, tu vois, il y a ce voyage culinaire qui est avec des possibilités infinies, quoi. Et ça, c'est renouvelé chaque année avec une proposition qui est à la fois des chefs de ces destinations qui vont venir te cuisiner des choses qui sont... on aime bien que ce soit totalement inconnu, tu vois. L'idée, c'est pas de faire des burgers ou des choses que tu peux manger partout ailleurs, mais d'aller vraiment découvrir une cuisine authentique par ces chefs. Et puis, comme je te disais ensuite, emmener notre public dans la culture de manière plus large de ces pays-là. Okay. Donc l'Irlande, il y avait des bals irlandais, beaucoup d'ateliers autour de cette culture-là, de la bière évidemment, du whisky. Donc tu vois, un espèce de mini-festival dans le festival à chaque fois, quoi. Okay. Et le chef un peu de rêve, ça serait qui? Ou il y en a plusieurs, je suppose. Ouais.
Moi, mais c'est très perso, hein. Ouais. Moi, il y a un chef que j'adore et que je voudrais voir venir au festival, c'est Gagnère, Ok. parce que on a la chance d'avoir ce gars en France qui est un monument de la cuisine, quoi. Ouais. Et voir cuisiner ce chef, c'est incroyable. Il a une intuition de la cuisine, j'ai rarement vu ça. Et écouter parler ce chef, c'est toujours des moments géniaux, quoi. Il est plus tout jeune, mais il gagne à être entendu par toute la jeunesse. Je pense que lui, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu envie de devenir chef, quoi. Ah ouais, car à ce point-là. Ouais, ouais. Parce que toi, t'aimes la cuisine, t'es un fin gourmet ou c'est un sujet que, avec tes voyages, etc., Ouais. auquel t'es devenu plus sensible? Bah oui, oui, moi je suis quand Ouais. même un épicurien, Ouais. j'aime bien manger, j'adore j'adore cuisiner. Ok. Je suis sans doute pas le meilleur, mais Ouais. j'adore ça. Je trouve que c'est un moment sympa de partage. Je cuisine pas seul, mais j'aime bien Ouais. cuisiner avec tes potes, avec mes enfants. Ouais. J'aime beaucoup ça. Tester des choses, trouver des nouveaux produits. Je trouve que c'est des moments géniaux. Et puis le fait d'avoir pas mal voyagé dans ma carrière d'avant et après aussi, hein, j'adore voyager, fait qu'il y a ce truc de goût pour la cuisine, quelle qu'elle soit, qui m'anime et qui est bien reflété, je pense, dans ce festival. Et c'est quoi la gastronomie ou le pays, entre guillemets, un peu sous-coté? Quand je dis sous-coté, c'est pas très connu un peu du grand public en France, où tu te dis il y a une vraie richesse un peu culturelle et que tu as eu l'occasion de découvrir via le street food ou via peut-être des tests que vous avez fait. Sous-côté, moi j'adore la cuisine. Comme je te dis, de mes voyages en Asie, mais c'est pas sous-côté. Mais la cuisine chinoise, les dim sum, moi j'adore ça. Quand je dis C'est une sous-coté, peu connu, quoi. peu connue. Mais en fait, tu vois, la cuisine chinoise, elle est peu connue. Ouais. Il y a vraiment une multitude de plats. Il y a peu de restos où tu vas retrouver les choses typiques de là-bas, quoi. Alors, il y a des trucs très chelous, hein, les pâtes de poulet, etc., qu'on n'est pas encore prêt à manger, mais c'est une super bonne cuisine, extrêmement variée. Parce qu'évidemment, la Chine, c'est grand, il y a pas mal de régions. Pardon. Le Sichuan, moi, c'est ma région préférée, on y mange super bien. J'adore la bouffe thaïlandaise, mais on ne peut pas dire que ce soit sous-coté parce que les Français connaissent bien ça. Et là, ce qui me vient, c'est la Grèce. La gastronomie grecque, elle est vraiment très chouette, quoi. Moi, j'adore ça, quoi. Simple, mais très bon, efficace. Tu vois, il y a bah, moi, je parlais des continents, mais toute la gastronomie africaine, on connaît peu, je trouve. Ouais. Parce qu'on connaît un peu la sud-américaine, l'asiatique, la nord-américaine. Alors, je dis au sens large un peu du monde, mais c'est vrai que la gastronomie africaine, on connaît très peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est très riche. On avait fait une édition, je crois que c'était en 2022, si ma mémoire est bonne, où justement le focus principal c'est l'Afrique, mais le continent en entier. Donc on a fait venir une vingtaine de chefs qui représentaient les différents territoires de l'Afrique, parce qu'évidemment, entre le Maghreb, l'Afrique noire, l'Afrique du Sud, etc., il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et c'était génial justement de voir à quel point le public ne connaît pas cette cuisine. Et donc il y avait une grosse dimension de découverte, quoi. Mais tu as raison, la cuisine africaine est pas très connue, quoi. Maghrébine peut-être un peu, mais au-delà, pas vraiment, quoi. Et c'est dommage. Et tu parles de découverte, c'est quoi un peu les bons skills, les bonnes compétences pour un entrepreneur dans ton milieu? Je pense qu'il faut être curieux. Ouais. Tu vois, c'est un métier de rencontre, c'est un métier où on se nourrit beaucoup de ce qu'on peut voir, enfin beaucoup de ce qu'on fait, nourrit de nos voyages, de nos rencontres, d'autres événements. Donc c'est un peu bateau ce que je suis en train de te dire, mais oui, il faut être curieux. J'allais te dire aussi tout à l'heure, quand tu me posais la question, c'est quoi les règles quand on veut entreprendre dans l'événementiel? Moi, je dirais, ne surtout pas faire comme les autres. Ne surtout pas proposer la même chose que les autres. Et donc, se poser vraiment la question de l'offre, je pense que c'est la clé. Et il y a encore 1000 façons d'innover dans l'événementiel, quoi. De proposer d'autres expériences, quoi. Parce que l'innovation, c'est un sujet important pour vous? Ah ouais, c'est la clé, ouais. Mais, en fait, c'est ça, hein, l'essence du truc, c'est montrer
Là, Lyon, la capitale de la gastronomie, Ouais. en plus, le truc, attention, il ne faut pas toucher, quoi. Ouais, bien sûr. Quelque chose qui soit totalement différent, qui casse les codes. C'est vraiment ce qui nous anime tous les jours. Donc ça veut dire il faut innover. Ok. Et, Ouais, donc t'as donc Ouais. faire découvrir des nouvelles cuisines à nos clients tous les jours. Les emmener dans des univers qui soient différents et qu'ils n'aient pas l'habitude de voir. Donc je te parlais de notre atelier de Céno. Quand tu vas sur nos événements, Mm. bah, visuellement, ce n'est pas... c'est différent, quoi. Ok. Donc oui, bien sûr, on passe beaucoup de temps à ça, à se nourrir, à innover. Tu vois, on a fait hier un gros brainstorming avec l'équipe sur quelles sont les nouvelles expériences qu'on va apporter à notre métier de traiteur, de l'accueil du public à comment on va le servir, à après l'événement, comment on va lui envoyer un souvenir de cet événement-là. Ça peut être super large, quoi. Et les tendances, c'est quoi un peu dans le monde de la street food aujourd'hui? Waouh, la street food, les tendances, c'est tellement large en fait. Moi, j'ai rencontré un gars qui avait fait un peu le buzz avec des lobster rolls à Ouais. l'époque. Et ben, il fait tout. Et maintenant, c'est un peu. Il a montré un concept de univers matcha, gaufre, etc. C'est quoi en fait? Il faut toujours être un peu au fait, toujours être au. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Bah, tu parles du matcha, oui, effectivement, Ouais. c'est impressionnant de voir la vague de petites échoppes de matcha qui Ouais. pop ça et là. Les cookies aussi à un moment. Les cookies, Ouais. bien sûr. Il y a plein de tendances qui arrivent. Le kebab, mais le vrai, le bon, avec des bons ingrédients. Moi, je pense que ça vient beaucoup justement d'inspiration de pays, tu vois. Ok. Donc j'ai pas forcément d'exemple très précis à te donner là, mais en fait ce truc, la cuisine asiatique qui cartonne. Maintenant, on a l'occasion de manger de la vraie cuisine authentique de pas mal de pays asiatiques, à Lyon, à Paris ou ailleurs, quoi. C'est cool. Ok. Et en termes de. Tu dis que Lyon, c'est la capitale de la gastronomie. Ben, c'est la capitale de la gastronomie. C'est sûr. En tant que bon lyonnais aussi, je suis d'accord. C'est. Comment tu vas aller un peu sortir les institutions, ben, pas les institutionnels, mais comment tu vas aller euh, bah, t'arriver avec ce nouveau concept, tu l'as prouvé, etc. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance maintenant de faire du street food. On voit de plus en plus de. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je te disais, Est-ce quand on a démarré, c'était vraiment balbutiant et on voit que le truc a pris de l'ampleur. Tous les chefs se mettent d'une manière ou d'une autre à faire un peu ça. Le Covid a joué aussi. Ok, Les ouais. habitudes de consommation ont changé, la livraison, le télétravail. Donc ce truc, il a continué d'exploser, je pense, après le Covid. Ouais, les grands chefs, Anne-Sophie Pic a son food truck, Alexandre Mazia, 3 étoiles aussi, a son food truck. Donc le truc est rentré est rentré dans l'univers de la cuisine. Mais nous, à la base, l'idée, c'était pas de mettre en opposition la grande cuisine et la street food. Au contraire, c'était de dire, en fait, tout ça, c'est juste de la cuisine, en fait. Ouais. C'est une autre façon de l'approcher, mais c'est de la cuisine. Et ça n'a pas été si compliqué que ça à Lyon, finalement. Moi, je suis pas lyonnais, en fait. Ouais. Donc, il y avait aussi peut-être une dimension de... Peut-être pas de naïveté, mais c'était quand même un peu osé de faire ça, je pense, au début. On l'aurait peut-être pas fait si on était des purs lyonnais, honnêtement. Ouais. Ok. Mais au final, quand je vois l'adhésion aujourd'hui de ce courant de street food en France et chez tous les chefs, bon, on dit que le pari il est quand même gagné, réussi. quoi. Ouais. Et aujourd'hui, moi, tu vois, j'aime bien parler j'aime bien un peu finir sur un mot de fin les entretiens avec toi, si tu avais vraiment un conseil à donner aux jeunes. Et surtout, est-ce qu'on t'a donné un conseil, tu avais des mentors un petit peu quand tu étais plus jeune, tu avais des exemples parce que l'intérêt du podcast aussi, c'est ça, c'est de recueillir, récolter des retours d'expérience de personnes qui ont fait des trucs cool et un peu pouvoir... Ouais, mais moi, le conseil que je donnerais, c'est quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat comme ça, c'est beaucoup de boulot, faut pas se voiler la face, ça va être, je te disais, des montagnes russes. Je pense qu'il y a un gros point qui est
quel alignement moi j'ai avec mon projet, moi Ok. perso, quoi. Ça, je pense, enfin, pour moi, c'est extrêmement important. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que j'avais besoin d'un truc qui fasse du sens, parce que j'avais besoin de créer des choses physiques, de voir. Tu vois, je faisais de la finance, tu vois pas vraiment, tu fais des tableaux Excel. Ouais. Là, j'avais vraiment cette notion de créativité, de développement et de voir physiquement ce truc naître. Euh, et le moteur ou la mission ou le why, c'est je veux organiser des événements qui rassemblent les gens, qui les rendent heureux. Tu vois, c'est tout con, hein, Hmm. mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi je me lance dans telle ou telle entreprise. Ouais. Et l'alignement. Ouais. L'alignement, pour moi, c'est la clé. Si tu n'es pas aligné avec ton projet, tu as peu de chances que ça marche. Ouais, c'est sûr. Et tu parles de rassembler les gens, il n'y a pas forcément de profil typique d'un des clients du Lyon Street Food, par exemple. Non, justement, c'était ça là aussi l'idée. C'était un truc le plus grand public possible, le plus mixte possible. Ouais. Et ce côté sympa d'aller mixer des chefs vieux, jeunes, brésiliens, français, lyonnais, et de les faire se rencontrer. Et pour notre public, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on veut que ce soit accessible. Ok. Donc on s'adresse, c'est même plus que 7 à 77 ans, Ouais. tu vois. C'est les gamins, les jeunes et les moins jeunes, quoi. Ok. Et ouais, ça fait beaucoup de sens pour nous. Et enfin, je veux dire, c'est important pour nous, ça, Ouais. ce sujet de mixité. Ok, trop cool. Et ben merci beaucoup, Émeric. Est-ce que tu avais des petits mots de fin à ajouter, une petite dernière anecdote à nous raconter? Une dernière anecdote, waouh, je sais pas. En tout cas, c'était très cool d'avoir cette discussion avec toi. Une dernière anecdote sur le festival. Là, tu me poses une colle. Je t'en ai déjà donné plein. Ouais, il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal. Je sais plus. Ah si, Dominique Crène, chef 3 étoiles Ok. à San Francisco, une sommité, qui vient sur notre festival en 23. Là aussi, génial d'accueillir Ouais. cette nana-là. Je veux dire, waouh, gros respect. Et donc, qui devait cuisiner sur un stand avec les étudiants de l'Institut Paul Bocuse Ok. et intervenir sur notre scène de talk Street Food Stories Ok. le samedi à 16h, quoi. Et à 15h30, disparu, quoi. Donc, Ouais. on a lancé, je sais pas, 30 personnes dans le festival, ratissé tous les coins pour trouver Dominique qu'on attendait sur le plateau pour faire son call. Bon, elle était en train de boire des coups avec l'autre chef, mais on a une petite sueur froide. Et son interview était très cool au final. Très cool. Ouais, parce que c'est un sujet aussi, vous faites des interviews aussi pendant le festival. Ouais, en fait, on s'est rendu compte avec le temps que les mettre sur le devant de la scène, les faire cuisiner, c'était bien. Après, le festival, c'est tellement intense que ça laisse peu de temps à l'échange entre les chefs et nos festivaliers. Donc, on a créé cette scène de talk qui s'appelle Street Food Stories. Tu vois le néon juste derrière moi. Là. Ouais. Et donc là, c'est 30-40 minutes. On donne la parole au chef sur des sujets exactement ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est pourquoi tu fais ce métier-là, qu'est-ce qui t'anime, les difficultés de ton métier. Et le sous-jacent, c'est tenter de susciter des vocations auprès du public qui est là. Ok. Ouais, parce que comme l'intérêt, c'est de transmettre aussi. Ah bah bien sûr, évidemment. Okay. Ce sujet de transmission, il est au cœur de la prog de l'événement, quoi. C'est pour ça que c'est important de donner la parole, c'est pour ça que c'est important de donner envie aux jeunes de se lancer dans ces métiers-là. C'est étonnant, hein, on voit de la cuisine partout à la télé, mais c'est des filières où les jeunes s'engagent peu, alors que moi, je trouve que c'est un super beau métier, quoi. C'est dur, mais c'est un très beau métier. Trop cool. Et merci beaucoup, Émeric. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager pour que ce soit, je suppose, Lyon Street Food Festival? Ouais, vous pouvez nous suivre Nomad Kitchen, donc c'est l'agence. On a évidemment un site internet, nomadkitchens.fr, très présent sur Insta et Lyon Street Food pareil, lyonstreetfoodfestival.com et Instagram, vous nous trouverez sans trop de difficultés, je pense. Ok, trop cool. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui seraient intéressées, contacter Émeric pour plus d'informations si vous avez besoin de super traiteurs ou super animations pour vos événements. Et en tout cas, un grand merci. N'hésitez pas à liker, commenter la chaîne et je vous dis à très vite. En tout cas, encore un grand merci. Merci. Et j'espère que l'épisode vous a plu.
et que ça suscitera des vocations, ou en tout cas à venir voir un peu ce que vous faites au Lyon Street Food Festival et encore mieux travailler avec eux, avec Nomad Kitchen. En tout cas, merci beaucoup Émeric et à très vite. C'est moi qui te remercie. Ouais, merci. Salut Tristan.